Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés, des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme toutes les semaines, rebelote, toujours la même intro de merde. C'est Anthony et j'espère que vous avez la forme. Moi ça va, franchement impeccable, ça se passe. Qu'est-ce qu'on a fait de beau cette semaine? Là, ça y est les amis, les reprises de visite, c'est officiel, ça a repris. J'espère que vous avez bouclé des visites, que vous avez été visiter encore. Faut en profiter parce qu'on ne sait pas. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va être reconfiné encore une fois? Mystère. En tout cas, moi écoutez, j'ai été visiter des choses. Des bonnes choses et des moins bonnes choses. Non, comme vous savez, j'ai été, si vous me suivez sur Insta, j'ai été visiter ma RP. Enfin, une potentielle RP entre guillemets. Puis juste avant d'enregistrer cet épisode, je suis parti en visiter un autre logement et plutôt pas mal. Du coup, je vais vous faire vite fait un petit feedback sur une visite parce que franchement, ça m'a choqué. Là, voilà, en gros, je suis parti visiter un des logements, franchement, sur Le Bon Coin. Alors, c'était une annonce Le Bon Coin. Sur Le Bon Coin, je me suis dit, waouh, il tue l'appart. L'appart était violent, franchement beau, très beau. On va pas se mentir, l'appartement était très beau, etc. Et du coup on fixe un rendez-vous et tout se passe bien. Tout rentre dans nos critères, etc. Et puis j'arrive sur le logement et putain, un HLM. Franchement, alors c'est pas vraiment un HLM, d'accord. C'est pas vraiment un HLM, mais moi, c'est dans ma tête, tu vois, c'est l'image typique d'un HLM. Tu vois, c'est des grandes barres d'immeubles, etc. Le truc bien dégueulasse. En plus, la façade, elle est vraiment moche. Et tu vois, moi, je marche vraiment au feeling. Il faut que direct, je me vois habiter dedans, tu vois. Si je vois l'appartement, il a beau, tu vois, l'intérieur, ça peut être marbré et compagnie. Si tu m'as posé du marbre partout, tu m'as fait une cuisine de ouf et tout. Si l'extérieur pour moi ça matche pas, déjà de base ça sera non, tu vois. Donc il faut vraiment que voilà, j'ai cet affect direct dès le début. Surtout pour ma RP. Tu vois, c'est un logement où je vais habiter dedans minimum 5 ans. Faut que voilà, je sois happy quand je rentre chez moi. Donc ça et puis surtout le prix. Je me suis pris des gifles. Autant l'appartement lui-même, je me dis ok, je pensais pouvoir négocier. Le problème c'est que c'est des marchés tendus et les gens ils vendent tout et n'importe quoi à des prix, mon gars, laisse tomber. Le truc que je suis parti voir, il est dans les 300 000 boules quoi. Alors que c'est un HLM. C'est un HLM. Bon. Bref, après la semaine, tout à l'heure je suis parti visiter un autre truc juste avant d'enregistrer ce podcast. Là par contre, tu vois, il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire, on est pas mal. On est dans un budget vraiment raisonnable. Donc on va voir. Bon, sinon ça c'était vraiment la RP. Après là, ça y est, on commence à refaire les visites pour de l'investissement. Surtout qu'on est au mois de décembre. Donc faut profiter là. On arrive sur une nouvelle année. Le temps de faire l'offre d'achat, signer le compromis, etc. On sera en début janvier. Et qui dit début janvier dit reset au niveau des objectifs bancaires. Et les gars, normalement, vanne ouverte. Alors entre guillemets, tu vois, parce que on va rester sur la même vibe de 2020. Tu sens cette année bien foireuse. Donc ça aura un petit goût de Covid et compagnie. HCSF, voilà. Donc on va rester dans cette mer d'emmerde, on va dire.
Mais par contre, voilà, ça va normalement. Les prêts, ça devrait être un petit peu plus accepté en début d'année plutôt que la fin d'année. Et si tu me suis, tu sais très bien que là, moi je me suis pris un refus de prêt. Alors, caisse d'épargne, réveille, parce que j'ai déposé un dossier au mois de mai, mi-octobre. Wow, j'ai toujours pas eu de nouvelles. Le dossier là, ça SACEF, je sais pas ce qu'ils foutent. Franchement, vraiment nul à chier. Réactivité zéro, caisse d'épargne. Bref. Et donc voilà, tu sais que bah, moi j'ai eu des problèmes pour financer, pourtant j'ai un dossier plutôt propre. Donc fin d'année est vraiment pas terrible pour l'investissement. Par contre, début d'année, je pense que j'ai toutes mes chances. Donc début d'année, je peux te dire que je vais tenter. Sûr et certain. Donc voilà, profitez-en là, faites des visites et signez des compromis. Enfin alors, signez des compromis si vous pouvez vous faire financer. Allez pas signer un compromis juste pour histoire de dire d'avoir signé un compromis alors que derrière tu sais très bien que tu n'aurais pas eu ton prêt. Ça sert à rien de faire galérer les gens comme ça. Mais voilà, si financièrement tu es apte à obtenir un prêt, fonce. Fonce en visite. Bon les amis, on commence directement le sujet du jour. Alors sujet du jour, franchement en ce moment les amis, j'ai plus trop d'inspi. Et en fait, j'ai même pas besoin de chercher l'inspiration parce que j'ai des retours sur Insta et je vous remercie. Du coup, j'ai eu un retour d'une personne qui me demandait des conseils par rapport à des travaux. Comment faire, etc., etc. Et du coup, je me suis dit, attends, c'est un sujet important que j'ai pas encore traité dans le podcast. Donc, sujet du jour les amis, les travaux. Les travaux, c'est une partie importante. Hein. Vous savez que je prône l'investissement locatif avec travaux. Normal. Achat normalement moins cher. Alors bien sûr, si tu es un investisseur intelligent, hein, normalement si tu achètes avec travaux, c'est que tu achètes normalement moins cher. Et si tu es vraiment malin, normalement le prix d'achat plus les travaux, normalement tu es au prix du marché, voire moins. Donc c'est pour ça que je prône l'investissement locatif avec travaux. Alors on va commencer directement, mais je vais te refixer déjà de base les bases. On dit en gros que les travaux, tu vois, t'as les petites rénovations, les moyennes réno, les grosses, et puis t'as le prix genre du neuf. Alors je vais te refixer un peu la base, et puis après on va savoir pourquoi faut savoir chiffrer, comment on fait, comment on se trouve l'équipe, etc., etc. Mais on va commencer directement par tout petit. La petite rénovation, ça comprend tout ce qui est peinture, papier peint, réfection des sols, etc. Tu vois, on appelle ça du rafraîchissement parce que ben voilà, c'est quelque chose d'hyper léger. Tu vois, un petit coup de peinture, un petit coup de papier peint, ça coûte pas grand chose. Donc normalement au niveau du budget, on tourne aux alentours des 300 € maximum, les 300 € du prix au mètre carré. Ensuite, on a la moyenne réno. Et ben la moyenne réno, on est sur du 300 à 600 €. Et par contre, bah, tu vois, ça reprend. C'est pas une rénovation globale c'est pas une rénovation entière d'un logement, mais c'est une rénovation moyenne. Tu vois, donc on va refaire des sols, on va refaire les murs, on va peut-être se faire une petite cuisine ou une petite salle de bain, etc. Tu vois. Donc, on tourne aux alentours de 300 à 600 € du mètre carré. Ensuite, on a les grosses rénovations. Bah, concrètement, là, je te fais un logement de A à Z. T'as un logement, il est flingué. De A à Z, on va tourner aux alentours de 600. Alors, j'ai mis 600, mais en vrai, c'est quand même plus aux alentours de 700-800 € au mètre carré. Et juste pour comparer, sur du neuf, un logement à neuf, on est plus sur du 1200 € du mètre carré. Donc normalement à 1200 € du mètre carré, tu peux faire construire une maison neuve. Donc tu vois bien quand même que on a un petit levier au niveau du prix de la rénovation, du prix au mètre carré. Bah ça va permettre de trouver des bonnes affaires. Et c'est pour ça que je prône vraiment l'achat avec travaux. Parce qu'au niveau du prix, voilà, il y a vraiment un effet de levier, quelque chose qu'on peut mettre en face pour baisser le prix. Donc ça peut être pas mal d'acheter avec travaux. Maintenant, pourquoi vous, en tant qu'investisseur, vous devez savoir chiffrer
Alors, je vous demande pas, d'accord, on n'est pas artisan, on n'est pas, je te vois, par exemple, je suis pas électricien, je vais pas te demander de chiffrer à l'euro près une réflexion de tout le système électrique. Non. Mais en tant qu'investisseur, tu dois quand même savoir chiffrer grossièrement. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de te faire un chiffrage assez grossier, mais c'est surtout de savoir, de te baser sur une somme, un montant, et de savoir si, bah, avec ce montant, grossier certes, mais avec ce montant, de savoir si le projet, il rentre dans tes critères. Tes critères de, euh, d'investissement global, et surtout dans tes critères de rentabilité. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de savoir chiffrer. Maintenant, pour savoir chiffrer, eh ben, il y a quand même des choses à mettre en place. Comme je te dis souvent, va visiter. Pour te faire l'œil, tu as besoin d'aller visiter. Si tu restes chez toi, tu feuillettes les annonces Le Bon Coin, Se Loger, concrètement, l'ami, entre nous, tu vas rien apprendre. Tu vas rien apprendre. Tu te dois d'aller visiter. Il faut que, tu vois, les investisseurs 3.0 là sur Internet, il n'y a que ça sur YouTube. Vraiment, l'immobilier, c'est sur le terrain. L'immobilier, si t'es pas sur le terrain, tu fais pas d'immobilier. Il faut que tu ailles visiter. Tu visites énormément. Il faut que tu saches comparer. Tu vois, il faut que tu aies vraiment une base. Il faut que tu ailles visiter des logements vraiment top. Tu vois, des logements finis où c'est prêt à loger. Tu vois, tu arrives, tu poses des meubles. Il faut que tu saches à quoi ça ressemble. Et par contre, il faut aussi que tu ailles voir des logements flingués, détruits. Et puis, il faut que tu ailles voir aussi des logements entre les deux. Tu vois, entre un logement qui est totalement à refaire de A à Z et un logement tip-top où il y a juste les meubles à poser. Ben, entre les deux, tu as le logement, tu vois, où il y a des travaux à faire. Pas trop, mais quand même. Et voilà, ça va te faire déjà ta base. Tu vois, ça va te permettre de savoir, par exemple, si tu sais pas à quoi correspond un logement humide, le jour où tu seras devant ça, alors j'abuse, d'accord? Je sais très bien que, tu sais très bien, j'abuse toujours dans mes propos. Mais si, voilà, si tu sais pas c'est quoi un logement humide, le jour où tu vas te retrouver dans un logement humide, pour toi, tu sais pas si c'est normal ou pas. Tu vois, s'il n'y a pas de VMC et que tu sais pas à quoi ça sert une VMC, pour toi, la VMC, ça va pas être important. Alors que dans une pièce d'eau, la VMC, c'est important. Parce que pièce d'eau, humidité, si t'as pas d'aération, si t'as pas de fenêtre, bah la pièce, tu sais très bien que tu vas choper des moisissures, etc. Donc voilà, il faut que tu ailles sur le terrain, il faut que tu ailles visiter des biens top qualité, des biens flingués et des biens à rénover, tu vois, partiellement. Donc, comme ça va te permettre de faire ta base. Et ça, c'est déjà vraiment, c'est déjà la première étape. Même si, voilà, tu te dis que, tu te dis dans 6 mois, allez, dans 6 mois, je vais commencer à investir. Eh ben, va maintenant. Va faire des visites maintenant. Tu programmes des visites, tu vas visiter. Même si toi, tu le sais que tu vas pas acheter maintenant, tu fais croire à l'agent immobilier ou au particulier que voilà, tu es capable financièrement, que tu vas acheter, et tu te fais l'œil. Tu regardes, voilà, les travaux, est-ce que je dois refaire du placo, est-ce que je dois refaire une salle de bain, qu'est-ce que... Je vais te donner plein d'astuces dans cet épisode et tu vas prendre conscience, tu vas voir pourquoi c'est important d'aller visiter. Donc tu dois te faire l'œil. Et ça, c'est vraiment ton objectif principal. Maintenant, pour faire les travaux, bah, à moins que tu sois vraiment débrouillard, ou si t'es comme moi, tu vois, moi je déteste faire les travaux. Moi je suis pas un homme manuel, je suis pas... Je sais me débrouiller, mais clairement c'est pas mon objectif. Je sais que je préfère payer quelqu'un pour faire, faire le boulot plutôt que je le fasse moi-même. Alors vraiment, si je trouve personne, je vais le faire. Mais moi, je suis dans l'optique de me libérer mon temps au maximum et je préfère payer un artisan. Et tu vois, on parle d'artisan et il y a un point important, c'est que comment on fait pour trouver un artisan? Comment on fait? Parce que les bons artisans, ça court pas les rues. Les bons artisans, ils ont déjà leurs clients, tu vois. Donc,
comment on fait pour trouver un artisan? Eh ben, il y a plusieurs méthodes. Tu peux le trouver sur le Bon Coin. Tu vois, moi, j'ai trouvé des artisans qui sont devenus maintenant mon équipe. C'est devenu mon équipe et je les ai trouvés sur le Bon Coin. Tu peux les trouver sur les pages jaunes. Tu peux avoir des recommandations. Par exemple, je sais pas, peut-être que ta Suzanne, elle a fait sa salle de bain et le mec, il a fait un travail super et elle te le recommande. Elle te dit, ouais, va voir Michel de telle société, il m'a fait ma salle de bain, regarde, c'est magnifique. Voilà, c'est ça une recommandation. Et il y a un autre truc que tu peux mettre en place, que j'ai utilisé et que ça marche vraiment top, c'est quand tu commences à faire à rechercher pour des chantiers, eh ben t'appelles par corps de métier. Par exemple, je sais pas, il te faut un électricien, eh ben tu contactes l'électricien, tu lui dis ok, moi j'ai un tel chantier, etc. Et là tu lui demandes, tu lui dis écoutez, est-ce que vous avez quelqu'un avec qui vous bossez souvent? Parce que voilà, par exemple, j'ai besoin d'un plombier, j'ai besoin d'un chauffagiste, et tu fais ça avec de nombreux artisans. Et à chaque fois, tu vas voir, il y a des noms qui vont ressortir assez souvent. Et en général, ces artisans-là, c'est des artisans de top qualité. Parce que s'ils sont sur plusieurs chantiers, qui sont recommandés par plein d'artisans, c'est que derrière, ils ont un bon feeling, ils travaillent bien, ils savent travailler avec d'autres corps de métier, etc., etc. Et ça, c'est important d'avoir des corps de métier qui savent travailler ensemble parce que, au moins, tu vois, la coordination des travaux, c'est important, c'est un métier, hein. Il y a ce qu'on appelle le maître d'œuvre. Mais si toi, tu prends pas de maître d'œuvre et que bah, tu fais office de maître d'œuvre, bah, avoir des corps de métier qui savent se coordonner, c'est hyper important. Ça va te faire gagner de l'argent et ça va surtout te faire gagner du temps. Donc voilà, ça c'est aussi à prendre en compte. Donc ça, c'est comme ça qu'on trouve des artisans. Et puis il y a encore plein de méthodes, hein, mais ça c'est les principales méthodes sur lesquelles on peut s'appuyer pour trouver des bons artisans. Maintenant, il y a un autre problème, c'est que, voilà, je te l'ai dit juste avant, mais les bons artisans, bah, ça court pas les rues. Et tu sais que bah, se faire une équipe, c'est compliqué. Se faire une équipe d'artisans, surtout quand tu commences, c'est compliqué. Et surtout en cette période, tu vois, avec le confinement, etc., la fin du confinement, eh ben, les artisans sont débordés. Ils sont débordés, vraiment, ils sont débordés. Et ils cherchent automatiquement les travaux les plus rémunérateurs. En gros, je t'explique, mais entre un chantier à 15 000 euros et un chantier à 500, bah, tu te doutes bien que l'artisan il va prendre le chantier à 15 000. C'est normal, c'est complètement normal. Mets-toi aussi à sa place. Entre un chantier à 15 000 et toi tu lui proposes un toilette à 500 euros, bah tu comprends bien que automatiquement il va prendre le chantier à 15 000 et ton toilette va trouver un autre artisan. Donc voilà, et ça, le problème c'est que là tous les bons artisans sont déjà pris, du coup tu sais il reste des artisans, ce que moi j'appelle des artisans non qualifiés, tu vois, c'est méchant à dire mais c'est des artisans qui n'ont pas de référence, qui ont rien. Et je te conseille vraiment pas ce type d'artisans là parce qu'ils vont te faire de la merde. Tu vois, c'est le genre d'artisans qui vont venir, ils vont faire un travail de merde. Faut être honnête, ils vont te faire un travail de merde. Et derrière, plein de malfaçons où ils vont venir, ils vont prendre le chantier, puis ils vont pas te le faire. Ils vont prendre un autre chantier, et genre, ils vont te mettre 6 mois à te faire 3 trucs. Donc, ces artisans-là, il faut les éviter. Donc, surtout, n'hésite pas à demander des références de chantier, à demander des références clients, des clients auxquels tu contactes pour demander si un tel, s'ils ont eu des problèmes avec cet artisan-là, etc., etc. Il faut que tu sois sûr. Tu peux pas te prendre un artisan lambda que tu trouves comme ça et lui dire de venir. Lui donner 30% d'acompte et puis... Tu vois, je vais te donner une anecdote. Je vais te donner une anecdote et tu vois, ça reprend aussi un épisode du podcast que je vous ai fait sur l'investissement proche de chez soi ou à distance. Et je vais donner une des limites que j'ai eu. En fait, j'ai dû refaire une façade. Je sais pas si je l'ai mis sur Instagram, mais en gros, j'ai refait une façade d'un de mes logements
Alors c'est pas grand chose, tu vois, j'ai pas fait un ravalement total, mais en gros c'est un logement qui commençait à vieillir. Et la façade elle commençait à devenir assez moche, tu vois, assez grise. Une façade de triste. Tu vois, c'est vraiment pas. C'est le logement que j'ai acheté au mois de décembre l'année dernière. Et la façade elle était vraiment moche. Donc je me suis dit, ok, ben on va. Je vais la refaire. Et le problème c'est que bah aucun artisan de dispo. Et il fallait absolument que je fasse avant décembre. Et personne de disponible. Et du coup, je me dis, allez, c'est qu'une façade, c'est que de la peinture. Alors, il y avait un peu de fissures, tu vois. C'était des fissures, rien de grave. Hein, c'est des petits trides du bâtiment, des trucs à boucher, etc. Donc, je fais passer mon maçon qui me fait tout ça. On en profite, il fait la devanture, etc. Et puis, vraiment, il reste que la peinture à faire. Et je trouve un mec sur le bon coin et voilà, il me montre des trucs vraiment propres. Il m'a montré des trucs vraiment propres. Et puis le problème c'était que voilà, j'étais assez pressé par le temps, etc. Donc j'ai dit oui un peu trop vite. Alors au final, je suis vraiment satisfait du boulot, tu vois. Mais en gros, le mec il me fait un devis. Et je lui dis, ben, viens sur place, viens voir quand même, parce que moi je lui avais fait des photos, je lui transmets les photos, et il me fait un chiffrage comme ça, sur photo. Déjà, là, tu vois, je me dis, bon, le mec il se déplace pas pour venir faire chiffrage, et après je me dis, allez, c'est que de la peinture, c'est pas un truc de ouf. Donc il a pas nécessairement besoin de venir. Mais voilà, déjà, de un, il se déplace pas pour voir le chantier, ça c'était assez problématique. De deux, il me fait un devis, tu vois, le devis est en soi, il est honnête. C'était dans le chiffrage que je m'étais fixé inconsciemment. Et donc voilà, moi je lui dis ok, ça c'est tout bon. Le devis est bon, je le signe, hop. Et il vient le premier jour, et puis j'étais sur place. Et le premier jour, il vient, et puis il me dit ouais, par contre, il me dit ouais, ça va pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et donc moi, tu vois, je commence à tilter parce que je me dis attends, je lui ai dit de A à Z ce que je voulais. Donc en gros, tu vois, je voulais remettre le bâtiment en blanc et faire tous les contours de fenêtres en marron parce qu'en gros, les menuiseries elles sont en marron. Et je voulais un marron un peu rouge, tu vois, un marron ocre. Et je lui dis ça, et puis c'était sur le devis, hein, tu vois, je lui ai expliqué que je voulais ça, il m'avait dit ouais. Et puis il arrive sur place, et il me dit ouais, non, par contre, pour le prix, je peux pas te faire ça, je peux pas te faire ça. Moi je lui dis, mais je lui dis tout de suite, hein, pose tout, arrête tout. Moi sur le devis, je t'ai dit, je voulais ça, ça. Tu m'as fait le devis, je t'ai envoyé les photos, je t'ai dit de venir sur place, t'as pas voulu. Et là tu commences à chipoter, à me dire ouais, tu vas perdre de l'argent entre guillemets. Je dis si c'est ça, moi t'arrêtes tout. T'arrêtes le chantier tout de suite, je te paye rien du tout. Tu rentres chez toi et voilà. Et tu vois, en gros, le mec il voulait juste entre guillemets m'arnaquer. C'est un grand mot pour pas grand chose, mais en gros, il voulait remodifier le devis. Je lui dis juste par curiosité, tu vois, je lui dis à combien? Il m'a pas rajouté 600 boules. 600 boules parce que en gros, il avait mal chiffré et la peinture était pas, il y avait pas cette peinture, etc. Mais moi, je lui ai dit cash. Non, il y a pas de 600 balles de plus. Le devis, il est signé. T'étais ok. Je t'ai fait c'est pour ça important. Il faut faire un devis détaillé. Il faut pas laisser de malentendus parce que la moindre faille, il va se réfugier dedans et il va dire que le devis il est caduque, etc. Donc vraiment, il faut faire un devis détaillé. Bref, je suis parti dans un délire, mais voilà, tu vois, une anecdote comme ça, et encore moi, tu vois, c'est minime. Il y en a qui, il y en a qui se font bananes sur des chantiers. Par exemple, quand tu fais des travaux, tu payes à la réception des travaux. C'est-à-dire que tu donnes 30% d'apport, ça c'est totalement honnête, ça c'est normal. Tu donnes 30% d'apport. À la base, juste pour commencer les travaux. Par contre, jamais de la vie, tu vas payer la totalité avant de réceptionner. Jamais de la vie. Ça, c'est hyper important. Et je sais qu'il y a des artisans qui te mettent la pression. Mais le client, c'est toi. D'accord? C'est toi qui les fais travailler. Donc, c'est toi, entre guillemets, hein,
C'est toi le roi, c'est toi qui décides. Tu les fais 30% d'apport, c'est la base. Par contre, payer la totalité avant la réception, ça c'est oubli. Tu fais pas ça. Interdit. Et pour les gros chantiers, 30% d'apport, 30% à la moitié du chantier et le reste à la réception. C'est logique, mais il faut que tu le saches. Tu payes jamais un artisan à 100% sans avoir réceptionné. Jamais, parce que là c'est sûr et certain que tu vas te faire banane. Et il y a combien de personnes, combien de particuliers, tu vois, des mecs qui sont pas investisseurs, qui connaissent pas, ou il y a même des investisseurs, hein. Même les investisseurs ils se font avoir. Il faut... combien de personnes se font avoir? Genre oui, moi je vois hein, sur des groupes d'investisseurs, les mecs ils disent ouais, j'ai payé, le mec il vient pas, ça fait 6 mois que mon chantier est en stand-by. Et ouais, parce que tu l'as payé. Le mec, il va te faire galérer, ça y est. Lui, il est tout gagnant. Le mec, demain, il se met en faillite. Tu l'as payé. Oh, regarde, c'est simple. Hein. Tu as payé 100% de tes travaux. Le mec, il est venu, il a fait 20% de tes travaux. Toi, tu lui as payé la totalité. Demain, il se met en faillite. Ton argent, tu ne les récupères pas. Tes travaux, tu les récupéreras pas non plus. Hein. Tu devras contacter une autre entreprise qui va revenir et tu devras repayer. Donc voilà. Important tout ça. Retiens juste 30% d'apport. 30% au début de chantier, 100% à la fin. Jamais 100% au début. Bon, on va re-rentrer dans le sujet du jour. Et ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous donner un peu la méthodologie que moi je fais lors de mes visites. C'est tout simple, hein, mais c'est important de le noter. Comme ça, parce que je sais que, par exemple, la personne qui m'a contacté, alors c'est M. Gouriou, il me semble. M. Gouriou sur Insta qui me demandait, voilà, comment en gros je fais? Eh ben c'est tout simple. Moi je vais te donner ma méthode. Hein. C'est ma méthode. Hein. C'est celle que j'utilise. C'est peut-être pas la méthode la plus optimale. Pour moi elle me convient, mais après c'est à toi de te faire, tu vois. Quand tu te fais ton expérience, tu sauras comment faire. Mais au début, moi je te propose ma méthode. Après tu la suis pas, c'est comme tu veux. Mais moi en gros ce que je fais c'est que déjà, je fais ma présélection sur toutes les annonces que j'ai. Ouais, imaginons sur le Bon Coin, imaginons j'ai 10 annonces qui me plaisent, potentiellement. Je regarde déjà de base celles qui potentiellement seraient vraiment intéressantes. Ça me fait déjà un tri. Une fois que j'ai ce premier tri, je vais me retrouver avec un éventail de biens à aller visiter. Là, je fais une première visite. Cette première visite, je la fais tout seul, avec l'agent. Ensuite, à la sortie, alors tu vois, je vais faire un chiffrage grossier pour moi, et ça va me faire je vais encore réduire les biens vraiment intéressants. Donc, imaginons sur les 10 que j'avais à la base, il m'en reste plus que 5. Et bien, sur ces 5-là, je vais faire mes calculs, travaux, etc., alors que j'aurais fait mon chiffrage grossier, et à partir de là, il va me rester peut-être 3 biens. Et bien sur ces 3 biens, je vais faire une contre-visite, cette fois-ci avec un artisan. Et pas n'importe quel artisan, il faut un artisan vraiment compétent, quelqu'un qui est capable... Alors le mieux, alors tu vois, il n'y a pas de truc, mais moi je sais que j'aime bien aller avec un artisan vraiment tout corps de métier, mais un artisan tout corps de métier qui est vraiment sérieux. Qui est vraiment sérieux, et je vais t'expliquer pourquoi. Un artisan vraiment sérieux, et parce qu'on va faire une visite ultra détaillée. C'est-à-dire ta visite, limite, elle va prendre 2 heures. Alors, tu sais très bien que les artisans, souvent, ils ne te font pas payer. Je sais que moi, quand je prends énormément de temps à quelqu'un, derrière, il y a une contrepartie. Je vais lui payer un verre, je vais lui payer un resto. Parce que, tu vois, là, on va partir sur une visite ultra détaillée. C'est-à-dire que je vais faire venir un artisan, mais par contre, je vais peut-être lui prendre une demi-journée entière. Parce qu'on va faire vraiment un devis détaillé au max du max. Et ce devis-là, en fait, il va me servir de base pour tous les autres devis, pour tous les autres comparatifs que je vais faire. Au lieu de faire venir 10, 15 artisans, je vais faire venir un artisan, et puis derrière, je vais proposer ce devis
qui m'aura fait, vraiment détaillé, à plusieurs artisans. Comme ça va me permettre d'avoir vraiment donc, ce devis de base et d'avoir des devis comparatifs. Normalement, un devis hyper détaillé, t'as pas besoin de revenir encore avec d'autres artisans. Alors bien sûr, tu vois, ça va te donner un truc global, toujours approximatif, mais au moins tu seras fixé. Tu auras vraiment une fourchette de prix d'artisan. Avec, tu prends 10% parce que tu sais très bien que il faut toujours prendre un delta de sécurité parce qu'il y a toujours des surprises. Mais au moins, voilà, tu commences à avoir un chiffrage entre guillemets précis. Et puis tu vois, ça c'est cool parce que une fois que tu as fait ton devis et puis une fois ton chantier réalisé, ben, tu vas commencer à te faire ton équipe. Une fois que ton premier chantier, tu l'auras fait, tu auras peut-être fait venir un plaquiste, un électricien, un plombier, tu as été satisfait du boulot, et ben voilà, tu sais que tu pourras compter sur eux parce que les mecs ils t'ont fait un devis relativement honnête, ils ont fait un travail de qualité, etc. Et que tu as confiance. Donc tu pourras les rappeler pour une prochaine visite. Tu vois, quand tu feras la prochaine visite, tu sais que eux, tu pourras les faire venir directement. Donc voilà, je fais 2 visites. Une première visite solo et une deuxième avec un artisan vraiment sérieux qui va me faire un devis ultra détaillé. Maintenant, comment je fais le déroulement de la visite? Eh bien, la visite, il faut qu'elle soit faite de manière organisée. C'est-à-dire que je commence du haut en bas ou du bas en haut et je fais pièce par pièce. Donc moi, je commence toujours, s'il y a une cave, je commence toujours par la cave. Alors avant, je fais toujours l'extérieur en premier, logique, parce que tu arrives par l'extérieur. Et je fais première photo, bam. Moi, je vois l'extérieur, je regarde fissure, toiture, hyper importante. C'est hyper important. La toiture, c'est un gros budget. Donc la toiture, c'est ta première vérification normalement. Si tu vois que ta toiture, elle commence à s'effondrer au milieu, ou tu vois qu'elle est toute droite et au milieu, ça commence à s'enfoncer, warning, tu sais que là, il y a un problème. Donc, première étape, extérieure. Deuxième étape, on rentre dans le logement, et s'il y a une cave, moi je commence toujours par la cave. Est-ce que la cave est saine? Est-ce que il y a de l'humidité? Est-ce que ça sent bon? Ça sent bon, tu me comprends, hein, tu vois. Si ça sent le champignon, voilà, c'est peut-être que la cave n'a pas d'aération, etc., etc. Est-ce qu'il y a des remontées capillaires? Est-ce qu'il y a de la flotte? Est-ce que c'est mouillé dans la cave? Ensuite, rez-de-chaussée, pièce par pièce. C'est simple, hein, on commence par le salon, on regarde fenêtre, double vitrage, électricité, état global, sol, est-ce qu'il est droit, est-ce qu'il n'est pas droit? On commence à se projeter, ok, là je pourrais peut-être faire ça, là je mettrais peut-être du parquet, etc., etc. Voilà, on commence à s'imaginer tout doucement. Ensuite, on continue, on fait pièce par pièce. Et puis là, en fait, on va commencer vraiment à visualiser comment on pourrait... alors, c'est grossier, hein, d'accord, mais est-ce que... par exemple, je sais pas, hein, si tu veux bouger la cuisine, ouais, moi la cuisine, je la verrai plus là, etc. On commence à s'imaginer. Important, je ne l'ai pas dit, mais quand tu vas visiter équipé. Quand je parle de matos, c'est-à-dire un mètre laser, un télémètre. Et moi, j'ai créé une checklist. C'est une checklist de visite, entre guillemets. Et dessus, tu vois, j'ai plein de critères. Et en fait, j'ai une checklist par bien que je vais visiter. Et dessus, j'ai des plans à dessiner. Tu vois, j'ai un quadrillage. Et puis, je dessine les pièces, etc. Je dessine les ouvertures, les arrivées d'eau, etc., etc. Fais-toi un truc, peut-être qu'un jour je partagerai mes, mes petits outils, mais voilà, alors moi, tu sais, je suis un adepte du papier, j'aime bien avoir tout sur papier, mais au moins ça te permet, voilà, tu sais que quand tu pars de là, tu te souviens comment était le salon, comment était l'arrivée d'eau, etc., etc. Pour rappel, au niveau du télémètre, nous on achète des mètres carrés Carrez. Donc
tout ce qui est en dessous de 1,80, ça compte pas comme des mètres carrés à acheter. Donc nous on achète seulement des mètres carrés au-dessus de 1,80 m ou supérieur. Important aussi, hauteur sous plafond. Faut se dire qu'une taille standard c'est environ 2,40 m. Donc dans ces eaux-là, entre 2,20 et 2,60, c'est raisonnable. En dessous ça commence à être problématique. On va commencer à aller dans les pièces vraiment importantes. Et alors bien sûr, tu vois, c'est global, mais humidité, etc., etc. Les pièces importantes pour moi, c'est la salle de bain et la cuisine. Parce que derrière, toutes les autres pièces, tu vois, ça peut s'aménager assez facilement. C'est que des prises électriques, une lumière, et basta. Alors que la salle de bain et la cuisine, bah, c'est quand même plus problématique. Arrivée d'eau, VMC, il y a plein de choses. Et donc là, je vais te faire vraiment spécifique à la salle de bain. Et tu pourras copier ça sur la cuisine. Mais en gros, par exemple, dans la salle de bain, moi je regarde toujours, c'est la VMC. Tu sais très bien que dans une salle de bain où il n'y a pas de fenêtre, la VMC c'est hyper important. Donc, présence de VMC, oui ou non. État. Est-ce que la VMC est bien, tu vois? Est-ce que elle n'est pas flinguée? Est-ce que il faut la changer? Est-ce qu'il faut la refaire, etc. Ça c'est important. Test de la feuille. En gros, tu prends une feuille de papier et puis tu la poses sur la VMC. Si la feuille de papier tient, c'est que la VMC fonctionne. Si elle tient pas, c'est que la VMC a un problème. Au bruit, est-ce que elle fait un bruit normal? Tu vois, normalement, c'est un petit bruit, un léger bruit de vent, tout léger. Si tu entends un bruit sourd ou quelque chose, c'est que là, il y a encore un problème. Ensuite, arrivée d'eau, du coup, ballon d'eau chaude. Si c'est un ballon d'eau chaude, par exemple, je suis parti visiter un logement et le mec il me dit ouais, ballon d'eau chaude, c'est tout bon. Alors tu vois, il a remis un ballon d'eau chaude neuf, sauf qu'il l'a acheté en se disant qu'il allait vendre. Donc le mec en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis un ballon d'eau chaude de merde. Il a mis un 100 litres. Sauf que le logement, c'était un T2, un T3, donc 2 chambres. Donc 2 chambres, c'est pour minimum 3 personnes. Et le mec il met un 100 litres. Et moi je lui dis ok, le ballon d'eau chaude il est neuf, il n'y a pas de problème. Par contre, 100 litres, 3 personnes, c'est assez compliqué. Assez compliqué. Donc voilà, ballon d'eau chaude, 100 litres, 2 personnes, 200 litres, 3, 4. Au-dessus, bah, automatiquement, tu doubles. Présence de sèche-serviette. Est-ce qu'il y a moyen de sécher les serviettes? Faut se dire qu'on est à peu près sur du 100 watts par mètre carré, etc. Donc voilà, touche les murs. Est-ce que tu sens de l'humidité? Est-ce que les murs ont l'air sains? Est-ce que tu vois de la moisissure? Est-ce que, tu vois, moi je suis fan du carrelage. Et je préconise à tout le monde dans la salle de bain de mettre du carrelage de haut en bas. Donc, est-ce qu'il y a du carrelage de haut en bas? Est-ce qu'il y a du carrelage seulement sur la moitié du mur? Est-ce que bah là, par exemple, tu vois, s'il y a la moitié du mur, bah faudra peut-être refaire jusqu'en haut, changer le carrelage. Est-ce que tu vois de la moisissure, etc. Est-ce que le sol est en bon état? Est-ce que le sol est droit? Et important, note sur ton plan, tu vois, c'est pour ça que je te dis d'avoir un plan pièce par pièce, parce que il faut que tu notes sur le plan où sont les arrivées d'eau. Parce que tu te doutes bien qu'une arrivée d'eau, imaginons ta pièce elle est en longueur, ton arrivée d'eau est au début de la pièce, et que toi tu as envie de changer et mettre, je sais pas, mettre ton lavabo à la fin de la pièce, bah voilà, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que tu vas devoir prolonger le système. Donc voilà, tout ça, ça à noter, c'est important. Ça, c'est des points hyper importants. Ensuite, moi j'aime bien faire test des canalisations, c'est-à-dire que par exemple, si c'est une baignoire, s'il y a un lavabo, etc., moi je remplis d'eau et je vide d'un coup. Si je vois que ça commence à galérer, c'est que bah, peut-être les canalisations sont bouchées. À un moment, même si tu mets de la soude ou truc pour nettoyer les canalisations, à un moment c'est tellement la merde dans les canalisations qu'il faut les changer.
je te dis une bêtise, mais tu as une canalisation, une sortie de 40, et qu'au final, il y a tellement de la merde dedans que il te reste plus qu'une sortie de 20, compliqué. Donc voilà, vérifier les canalisations, l'étanchéité, est-ce qu'il n'y a pas de fuite, etc. Pareil pour les WC, est-ce que les WC sont propres? Est-ce qu'il y a de la présence de calcaire? Juste pour, je sais pas si tu sais, mais quand il y a de la présence de calcaire, alors c'est soit que le toilette il est hyper vieux, ou soit que c'était une mauvaise qualité. Parce que quand tu achètes un toilette bas de gamme, il y a un risque de calcaire. Alors que si tu achètes un toilette moyenne, haut de gamme, tu sais, il y a un film protecteur qui te permet d'éviter que le calcaire se forme. Alors, tu me dis, nous on fait ça pour de l'investissement locatif, je suis totalement d'accord. Mais n'achète pas le toilette à 20 balles à Brico Dépôt. Prends le gamme au-dessus, 30, 40 euros. C'est pas ça qui va te ruiner. Je vous parlais également des évacuations. On va faire vite fait un petit rappel des évacuations, mais c'est hyper important parce que ça va te permettre de savoir comment tu vas organiser ton futur emplacement. Par exemple, il faut savoir qu'un toilette, en général, c'est une sortie de 100. Une douche, c'est une sortie de 40. Un lavabo, c'est une sortie de 30, de 32, il me semble. Et les arrivées d'eau, c'est des 12 mm. Donc c'est important quand même de prendre en compte les diamètres de toutes les évacuations. Parce que tu ne pourras pas bouger, par exemple, ton toilette ou ta douche. Bah, tu ne vas pas pouvoir la bouger comme tu veux. Tu devras faire en fonction des canalisations qui existent ou automatiquement ça va gonfler l'enveloppe travaux. Est-ce que tu vas partir sur un remaniement total d'une pièce, etc. Et c'est pas le même budget. C'est pas le même budget. Et justement, tu vois, c'est pour ça que je te dis ça, parce que les emplacements, ils sont hyper importants, parce que ça va te limiter les frais. Les emplacements, ils sont hyper importants. Par exemple, pour les arrivées d'eau, moi, je sais que quand je fais une rénovation totale et que j'ai envie de bouger la cuisine et la salle de bain, eh ben, je vais essayer, dans le meilleur des cas, de mettre la cuisine et la salle de bain côte à côte. Comme ça, je sais que j'ai mes arrivées d'eau et mes sorties d'eau au même endroit. Voilà. Donc voilà, moi je procède comme ça à peu près et je fais pareil, tu vois, pour la cuisine, les fenêtres, etc. Voilà, il y a plein de choses à vérifier, mais le principal c'est salle de bain et cuisine. Le reste c'est, tu vois, par exemple une pièce, la chambre, il n'y a pas grand chose à regarder. Il n'y a pas grand chose, il faut juste vous regarder que double vitrage important, on arrête le simple vitrage, c'est fini ça. Dans une chambre, on peut organiser comme on veut. C'est pas aussi important que la salle de bain ou la cuisine. Voilà grosso modo comment je procède. Quand je fais une visite, je sors de là, j'ai tout sur ma checklist et en fait ça me permet derrière, bah, je vais commencer à travailler dessus. Tu vois, sur le projet, je vais faire des plans sur Cozy Casa, mais il y a Home by Me aussi et ça te permet de faire des plans et vraiment de te projeter. Après, il n'y a pas de secret. Tu as besoin de faire plein de visites pour te former, etc. etc. Tu fais des devis, surtout quand tu commences, on fait toujours 3 devis. Quand tu n'as pas ton équipe, toujours 3 devis au minimum, parce que tu peux avoir un devis qui va te sembler hyper cher, dont tu n'iras pas, et puis derrière tu vas trouver un devis qui sera vraiment pas cher. Tu vas dire, ah oui, putain, je vais aller là. Sauf que ça tombe, le mec qui te propose le moins cher, bah ça veut pas dire que c'est la meilleure qualité. Ça tombe, c'est un mec il est vraiment cheap et il va te faire de la merde. Donc vraiment important, 3 devis, comme ça te permet d'avoir vraiment une visu globale. Et puis après voilà, le plus dur c'est au début quand t'as pas d'équipe. Quand t'as pas d'équipe, bah malheureusement, t'es obligé de taper un peu à toutes les portes, hein. Après, trouve-toi des recommandations. Comme j'arrête pas de te le répéter encore et encore, mais il y a des groupes d'investisseurs. Demande des recommandations d'entrepreneurs, d'artisans sur ces groupes. Les gens, tu sais, ils vont pas te proposer
un mec qui a fait de la merde sur un chantier, et automatiquement ils vont te proposer leur artisan avec qui ils sont satisfaits, etc. Parce qu'ils seront fiers et ils seront contents de le proposer parce que ouais, ça va le faire manger lui aussi, etc. Donc c'est gagnant-gagnant. Donc je sais qu'au début c'est compliqué, mais voilà, c'est la phase du début. Après, on commence à se faire son équipe et ça sera beaucoup plus simple. Tu pourras faire venir, une fois que tu as fait, surtout quand tu vois, en général on part sur des travaux qui sont, tu vois, c'est pas des budgets de 1000, 2000 euros. On part sur des gros budgets de rénovation de 10, 15, 20, voire plus. Donc ça commence à être des chantiers vraiment intéressants pour les artisans. Donc je pense que il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Bon voilà les amis, j'ai fini avec cet épisode cet épisode consacré aux travaux. J'espère que j'ai été assez clair sur ma méthodologie, que j'ai assez bien expliqué comment je fonctionne. En tout cas, si vous avez des retours à me faire, comme d'habitude les amis, vous pouvez me joindre sur mon Instagram. C'est c'est là où je suis le plus présent et le plus actif. Mon Instagram qui n'a pas changé, c'est toujours Anthony-THRD. Je réponds vraiment à tout le monde. J'ai répondu à toutes les demandes qu'on m'a envoyées. Donc n'hésitez pas, si vous avez des retours à faire sur cet épisode ou sur un autre, ou si vous avez un problème vraiment spécifique à votre situation, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit DM et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors bien sûr si c'est dans mes compétences. Mais voilà, en tout cas, faites connaître le podcast. N'hésitez pas à le partager à votre communauté, à vos amis, etc., à vos personnes qui sont intéressées par l'investissement, etc. Également, merci pour les retours. N'hésitez pas à mettre des bonnes notes. Mettez du 5 étoiles sur Apple Podcast. Une petite review, ça fait toujours plaisir. Et voilà les amis. En tout cas, moi je vous souhaite, comme d'habitude, plein de bonnes choses. Et c'est vraiment tout le mal que je vous souhaite. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao!